Votre intitulé, c'est « Le corps entre psyché et monde, source somatique de la représentation psychique du monde ». Voilà. Alors, je tiens d'abord à vous remercier vivement de m'accueillir aujourd'hui pour partager cette réflexion à propos du sensible. Cette question du sensible, je vais l'articuler au sensoriel, et principalement le sensoriel tel qu'il se manifeste dès le départ de la vie psychique, et que Pierre Aulagnier a théorisé avec tant de discernement. Je vais aussi tenter de cerner comment ces représentations, ces figurations, peuvent devenir des marqueurs du destin collectif, et cela au travers des effondrements collectifs majeurs du XXe siècle. Cette recherche, toujours balbutiante, a trouvé sa source dans le séminaire sur le mal que dirigeait Nathalie Salzman au 4e groupe. Tant Nathalie Salzman que Pierre Aulagnier font avec force l'éloge d'une pensée transgressive, créatrice, seule permettant de s'aventurer sur la voie de ce qu'est non pas la nécessité, mais bien l'obligation de savoir, ce qui constitue à mon sens un véritable travail de culture au sens freudien. J'aime aller chercher dans la critique littéraire, dans la littérature, ce qui peut sans phare se montrer et se dire à propos des ressorts psychiques qui fomentent les abominations humaines. Ainsi donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres. Le premier est un roman. En 2006 paraissait Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui a été un événement littéraire et politique, suscitant recul, voire refus, cependant qu'il inaugurait, comme on l'a écrit, un changement d'optique inédit. L'histoire du Troisième Reich et de ses crimes est vue à partir d'un acteur, d'un criminel en place d'auteur de l'histoire. Quels aperçus sur les mécanismes de la criminalité la psychanalyse trouve-t-elle dans cette œuvre, sans que les phénomènes collectifs, ceux de la psychologie des masses, s'en trouvent rabattus sur une psychologie individuelle? L'approche de ces questions sera envisagée ici en postulant que se déploie dans la situation du livre un état de spécularisation entre espace originaire du héros et espace du monde hors soi. Le pictogramme de rejet, en dehors de sa référence à la psychose, serait-il une toute première préfiguration du mal? Dans le livre, on pourrait dire que le narrateur n'est ni un névrosé, un pervers, un psychotique, un psychosomatique, un mélancolique, un psychopathe, un assassin, mais qu'il est tout cela à la fois, opérant par là un ample balayage du spectre de la morbidité. On trouve pour chacun de ces types pathologiques des passages du roman où le personnage apparaît plus ou moins nettement sous ses traits, et cela sans nuire à la vérité du tableau. Au contraire, à travers cette fresque vertigineuse qui fait défiler actes odieux, rêves, délires, dans une anarchie pulsionnelle déchaînée, c'est un échantillon hallucinant du capital représentatif de l'espèce humaine qui est dépeint. Le héros, Max Howe, traverse l'histoire, ses fracas et son chaos. Il est traversé par elle et l'engendre dans un même mouvement convulsif, un même épanchement convulsif, je dirais. Le Troisième Reich et ses effets dévastateurs, concevables et inconcevables, sont scrutés, disséqués, comme ils ne l'ont sans doute jamais été. Cette option prise par l'auteur souligne fortement que la question du meurtre collectif traverse les pathologies individuelles et n'en épargne aucune. Nathalie Salzman l'indique précisément dans son livre « L'esprit du mal ». Alors, l'expression capital représentatif de l'espèce humaine indique pour moi que les représentations qui nous habitent ne sont pas seulement, uniquement référées au processus primaire, les fantasmes, les mythes, et aux processus secondaires, les mises en sens, les idées, mais que l'activité de représentation originaire est un fondement crucial pour tout sujet dans son accès au registre de la signification. L'originaire, selon Pierre Aulagnier, définit une forme d'activité commune à tous les sujets vivants, sans exception,
Mais l'efficacité du concept n'avait été comprise par elle qu'à l'épreuve de l'expérience clinique de la psychose. Si le processus originaire fonctionne tout au long de l'existence en demeurant inconnaissable directement, on peut se demander quel est son destin hors du champ manifeste de la psychose. Est-il définitivement muet et indétectable chez le non-psychotique? Son opacité, sa forclusion de la conscience empêche-t-elle une fois pour toutes la saisie, même fugace, de traces de sa présence? Cette position paraît difficilement soutenable. Pierre Aulagny elle-même soulignait que certaines notions que l'on croit pathognomoniques de la psychose, comme l'acting out, les états de sidération, certaines formes catastrophiques de l'angoisse, ponctuent fugitivement notre existence. Ce qui différencie cette expérience de celle de la psychose, c'est la possibilité que garde le jeu de reprendre possession de son mode de fonctionnement, d'oublier ces moments d'épreuve ou de les maîtriser dans l'après-coup, en les traitant comme des corps étrangers. Je ferai l'hypothèse que la notion d'originaire peut s'avérer éclairante de manifestations humaines qui ne relèvent pas de la psychose. Lorsque des accidents affectent la pensée individuelle et collective, ce mode représentatif se révèle de différentes manières que je ne vais pouvoir qu'effleurer ici. Je postule donc que se déploie entre le narrateur de cette histoire et cette guerre, ces massacres menés par les nazis, un état de spécularisation entre le propre espace originaire du personnage et l'espace du monde hors soi. Son corps se vide violemment par tous les orifices, tout comme les corps de ceux qu'il ne peut pas ne pas regarder, explosent sous les balles et se vident de la même manière. Le pictogramme de rejet, toute première figuration du mal, une très mauvaise rencontre, qui ne pourra être pensée pour cause d'automutilation psychique, de trou dans la pensée. Ici, l'intuition du créateur m'a paru assez remarquable. Alors, je vais faire un rappel très très succinct de quelques éléments théoriques sur l'originaire et le pictogramme selon Pierre Aulagny pour pouvoir poursuivre la discussion. Le propre de tout sujet vivant est sa situation de rencontre avec le milieu physico-psychique qui l'entoure. Cette rencontre va être à la source de 3 productions dont les lieux d'inscription et les processus qui les produisent délimitent 3 espaces-fonctions. Il y a l'originaire et le pictogramme, le primaire et le fantasme, et enfin le secondaire et la représentation idéique, la mise en sens comme œuvre du jeu. Tout acte, toute expérience, tout éprouvé donne lieu conjointement à ces 3 productions. La dualité fondamentale au départ de la vie psychique n'est pas celle du sujet et de l'objet, mais celle de la psyché et du monde. Le monde n'est pas seulement avalé selon le modèle de l'absorption orale, mais il s'insère dans un phénomène de spécularisation originaire. L'éveil de la psyché se produit dans une entreprise de réflexion folle, au sein de laquelle l'infance convertit toute rencontre sensible en découverte de lui-même, en auto-engendrement. Dès lors, au cœur de cette rencontre avec le monde, la puissance de percevoir s'étaye sur celle d'engendrer. Le pictogramme, objet zone complémentaire, qui est la production de l'originaire, met en relation la zone sensorielle et l'objet source de l'excitation. La bouche produit le sein en l'avalant et s'engendre elle-même de ce fait dans un mouvement hallucinatoire. L'emprunt fait par la psyché à l'expérience sensible, au corporel, est primordial et inaugural. Il ouvre sur une scène en mouvement. Le monde psychique s'empare du monde lui-même dans des mouvements d'arrachement, de pénétration, d'ouverture, de fermeture, d'attraction, de rejet. Ainsi, Pierre Aulagny rend-elle compte des premiers produits psychiques préalables à la construction du jeu. L'originaire ne tient pas sa spécificité de son antériorité par rapport au primaire.
puisque existe toute la vie, même s'il apparaît en premier, mais il tient sa spécificité du principe de causalité, qui présuppose que tout existant est auto-engendré par l'activité du système qui le représente. Quel que soit notre niveau de fonctionnement psychique, le mode de représentation originaire nous accompagne la vie durant. Il est un capital représentatif à ancrage corporel, sensible, qui ne cesse d'alimenter notre vie fantasmatique et nos pensées les plus élaborées. Il actualise indéfiniment le combat que se livrent investissement et désinvestissement. L'espace originaire est différent de l'inconscient et des processus primaires. Il métabolise tout éprouvé affectif en un pictogramme qui est en même temps représentation de l'affect et affect de la représentation. Ce pictogramme met en scène dans une action du corps et surtout de parties du corps, l'attraction, le rejet, la réalisation hallucinatoire par le pictogramme de rejet peut entraîner une véritable mutilation de la zone psychique apte à penser cette rencontre. Ça, c'est très important. La proximité indémêlable de la culture et de la barbarie peut-elle être un tant soit peu éclaircie par ces considérations captées et relues à travers un prisme romanesque. Du côté d'un plus de sens, d'une ouverture aux zones psychiques qui seraient de nature à transformer notre vision des choses, j'en suis persuadée. L'inspiration de Little déroule sous nos yeux, en surabondance, la scène corporelle du monde et celle du narrateur, dans l'outrance de spasmes apocalyptiques, advenant sur fond de machinerie bureaucratique implacable, dont rien ne vient interrompre la funeste fuite en avant. L'une des trames essentielles de ce récit est la dialectique entre le ou les corps du monde, parce qu'ici il n'y a pas à proprement parler de corps privé, individuel. Donc entre les ou le corps du monde et l'ordre idéologique et bureaucratique. Le côté insoutenable des scènes nous rappelle qu'au-delà de la folie meurtrière et guerrière, la scène psychique originaire est un monde cru, redoutable, chaotique, insensé au regard du jeu, et qu'il est éprouvant de le regarder en face. Alors, je ne pourrais pas vous lire, je n'aurai pas le temps ici, quelques extraits qui mettent en scène corps du monde et ordre idéologique, mais je vais quand même parler de quelques scènes pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, certains extraits dépeignent avec finesse les trois espaces-fonctions, originaires, primaires, secondaires, et leurs productions respectives qui se déploient dans leur infaillible enchevêtrement. Dans l'une de ces scènes, pictogrammes de jonction et de rejet se conjuguent dans une séquence saisissante. Alors le narrateur a son regard attiré par une belle jeune fille, mais il la tue, il l'achève, puis il éprouve un vécu de vidange de son ventre plein d'une substance inerte. Il dit « Ce regard se planta en moi, me fendit le ventre et laissa s'écouler un flot de sueur de bois. Il ne ressent rien, et pourtant il perçoit un affect violent de rage démesurée. La simultanéité de l'attrait et du rejet-expulsion est suivie d'un moment psychotique de morcellement. Il hallucine son bras se détachant de lui, s'enfuyant et n'obéissant plus à sa volonté. Mais qui est psychotique à ce moment? Le monde ou lui-même? Alors, comme dans tant d'autres passages du livre, la captation spéculaire entre espace psychique propre et espace du monde hors soi, la réflexion folle entre les deux entités, l'auto-engendrement de l'une par l'autre sont dépeints avec une audace assez aiguë. Ainsi, dans une autre séquence que j'avais nommée « L'œil éjecté », un certain Turek, les yeux exorbités, fait éclater la tête d'une victime dont un œil se projette en voltigeant au dehors. Il rétorque au narrateur qui le tense « Occupez-vous de ce qui vous regarde ».
dans ce passage où les yeux sortent littéralement des têtes du bourreau et de la victime, qui est le miroir de l'autre. Et comme jamais personne ne regarde depuis le miroir, est-ce l'œil projeté au dehors, déconnecté de son cerveau et de sa psyché, qui devient un regard inerte, fixant le néant d'un sens perdu. Dans un autre extrait, que j'ai évoqué tout à l'heure avec la vidange des corps, le personnage principal se vide, puis contemple des restes de déjection humaine qui souillent un camion sauveur. Donc dans ce jeu de miroir indéfiniment répété jusqu'à la sursaturation, les actions de vidange du corps prennent davantage d'ampleur au fil du livre. Et même lorsque le narrateur, après la guerre, s'est réinséré dans une autre vie, il continue d'être poursuivi par ce symptôme, tel un reste indélébile de ce mode de fonctionnement qui n'en finit pas d'excréter, de vomir, de rejeter hors soi. Une dernière remarque à propos de cette réflexion folle du monde par le représentant. Lors de l'entrée en action du primaire, la première prise de connaissance d'un hors-soi reste dépendante d'une relation d'identité dans laquelle la reconnaissance d'une altérité est à la fois reconnue et niée. Reconnue comme peut l'être le sosie dont on accepte de connaître qu'il n'est pas soi, niée puisqu'à la réalité de la différence se substitue l'illusion de la mêmeté. Et un passage du roman éclaire ce moment charnière qui peut être atteint lors de la régression et sa participation au crime de sang. Je cite ce tout petit passage. « J'en suis arrivé à la conclusion que le garde SS ne devient pas violent et sadique parce qu'il pense que le détenu n'est pas un être humain. Au contraire, sa rage croît et tourne au sadisme lorsqu'il s'aperçoit que le détenu, loin d'être un sous-homme comme on le lui a appris, est justement, après tout, un homme comme lui, au fond. » Alors, si l'on se tourne maintenant vers l'articulation des trois registres de représentation et non plus vers le seul registre originaire, certains passages pointent la coprésence de ces trois niveaux, leur superposition, leur articulation et leur désarticulation. Ce qui est intéressant parce que ces systèmes ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres. Alors, l'auteur ne se contente pas de les mettre en scène, il joue de main de maître du fascinant imposé à la position subjective du lecteur, de la marge que celui-ci possède par rapport à ses repères identificatoires, définissant la frontière entre raison et déraison. Dans un passage, le narrateur a un fantasme incestueux vis-à-vis de sa sœur. Ce fantasme n'est pas nommé, mais il est suggéré. On peut le présumer à travers le regard et le geste de consolation envers la belle jeune fille qu'il va abattre. Alors, toute une succession d'états assez époustouflants. Il est aussitôt recouvert d'une rage démesurée, d'un passage à l'acte violent, qui précède l'éruption d'un bref moment psychotique. Par la suite, le narrateur se récupère et tente de comprendre, mais il n'y arrive pas. Dans sa tête, c'est un fracas de rames de métro qui empêche la pensée. Tout comprendre serait la seule issue qui le sauverait du chaos psychique. Or, le non-sens du monde et le sien propre demeurent irréductibles. Alors une citation littéraire le traverse, lui permet de retrouver un bout d'imaginaire et de s'identifier à un enfant dément qui casserait ses jouets en hurlant de rire, dans un monde de faits pervertis. On a donc tout un trajet qui va du fantasme incestueux au passage à l'acte meurtrier sur fond de vécu morcelé et de pictogrammes de rejet, le bras qui s'en va, puis à une tentative de mise en sens, à une réflexion philosophique et politique, puis à l'induction d'un fantasme par une situation littéraire. Autant de fragments qui laissent voir dans leur éparpillement la complexité des emboîtements de ces représentations. Une des forces de ce roman est de suggérer sans relâche, selon un modèle comparable à une dynamique des fluides et des marées,
les mouvements de poussée et de recul des différents registres de représentation et des états affectifs et corporels qui sont associés dans la régression. Alors, revenons au point central du sujet qui nous occupe, la dimension psychique du mal, dont Nathalie Salzman souligne qu'elle peut pénétrer toutes les formes de la vie psychique, mais qu'elle n'appartient pas exclusivement à l'économie primaire pulsionnelle, étant donné ses capacités d'alliance avec les formations psychiques les plus évoluées, étant donné aussi sa qualification morale qui fait appel au moi et au surmoi, étant donné sa possible mise en acte avec la participation consciente du moi. Le mal est donc un hybride. Alors au primaire et au secondaire mis en avant ici par elle, j'ajouterai l'originaire, qui certes n'est pas la source première du mal, mais le lieu de sa première inscription. Et je ferai l'hypothèse qu'il en facilite peut-être, sous certaines conditions, la mise en mouvement et l'efficience. Le rôle de catalyseur d'action que j'attribue à cette forme psychique de représentation a été envisagé à propos du meurtre individuel par Claude Ballier dans ses travaux sur les criminels sexuels. Mais au niveau des phénomènes de masse, que se passe-t-il ? Cette forme psychique de représentation opère-t-elle comme un marqueur de destin collectif ? Je pense qu'on pourrait regarder les choses ainsi. La masse, prolongement de l'espèce, est une plaque sensible, seulement percevante, réagissante, non pensante, qui poursuit aveuglément son programme. Le travail de culture contrecarre le déroulement des objectifs de l'espèce et de la masse. Alors, la puissance sensible de celle-ci engendre sa mise en mouvement et lui insuffle, lui dicte aveuglément des réactions et des actes orientés vers la destruction, l'annihilation. Il y a une sorte de trépied. Ce trépied, sentir, engendrer, expulser, détruire, est un produit de l'originaire lorsqu'une rencontre se déroule sous le signe absolu du rejeté hors soi, ce qui ne peut se prendre au-dedans. Dans ce schéma, le rejet par les masses de ce qui peut être absorbé s'appuie sur le pulsionnel déchaîné, anarchique, qui devient le moteur emballé du processus de rejet, mais pas le seul. D'autres, plus silencieux, œuvrent dans le même sens, car l'expulsion peut aussi être muette et ne laisser aucune trace. Dans le chaos, les différents mouvements d'élimination, fracassants ou silencieux, servent le même but et convergent vers un même point, tels des limailles éparses qui s'ordonnent en direction d'un aimant. Ainsi, l'architecture du roman fait apparaître nettement, à côté du récit des massacres, que l'idéologie nazie et sa planification bureaucratique ont un problème à résoudre, l'élimination massive des Juifs. Problème qui se pose en termes statistiques, comptables, techniques, logistiques, ou encore en termes de définition. Une secondarisation, une résolution intellectuelle, rationnelle, fonctionnelle sont donc bien à l'œuvre dans ce cas. Et de surcroît, elles ne sont pas habitées par une haine caractérisée. Et pourtant, ces méthodes contribuent plus implacablement et efficacement encore au mouvement d'éjection, de mutilation physique et psychique. Un des thèmes majeurs qui entre ce livre est celui de l'existence d'un inépuisable réservoir humain de tueurs, de bureaucrates et d'agents d'exécution, collaborants, productifs. Va se poser ici la question des diverses figures identifiables du pictogramme de rejet et leur pouvoir d'inflexion sur ce qui est qualifié par le narrateur d'invention de ce qui a été amené au monde lors de cette guerre. Le crime commis par devoir ou la soumission fonctionnalisée à une idéologie exterminatrice, sans aucun penchant criminel individuel, mais aussi sans le travail de pensée apte à le remettre en question, ne serait-il pas des indices d'une mutilation, soit de la zone fonction psychique, soit de son autonomie? Cette amputation est souvent grevée d'un excès de violence et d'une appropriation de l'activité de pensée,
exercé par d'autres. Et cet excès est propagé, entre autres, par la langue idéologique. En évoquant le pouvoir aliénant de la langue idéologique, nous avons subrepticement glissé du territoire de l'originaire à celui du primaire. En effet, quand on est dans le fonctionnement du primaire, le rejet s'accompagne bien d'une amputation, mais elle porte non pas sur la zone fonction comme dans l'originaire, mais sur son autonomie. L'activité persiste, mais on est dépossédé de toute forme de choix que le jeu pourrait exercer sur son activité. La possible connexion entre masse et fonctionnement de type originaire peut paraître naïve et mécaniciste, mais les guerres et les totalitarismes sont le théâtre des régressions de l'espèce. Dans ce livre, Les Bienveillantes, cette hypothèse d'une expulsion corporelle et psychique selon différents modes de mise en action, en rapport avec l'espace originaire, m'a paru prendre corps de façon intense. Et si les mouvements régressifs des masses sont les instigateurs de cette séquence agie de trépied, sentir, engendrer, expulser, détruire, qui n'est pas du domaine du fantasme, pourquoi ne pas la considérer pleinement et en tirer certaines conclusions? La confrontation entre originaire de l'individu et de la masse humaine pose des questions théoriques et insistantes, difficiles à traiter ici. Par exemple, ce qui n'est pas pris en charge par un moi, par un je, ne risque-t-il pas d'échapper à l'analyse? En d'autres termes encore, ce qui concerne corps et affect peut-il être conceptualisé hors personne, hors symbolisation, hors refoulement, hors forclusion même? Le mode de représentation originaire n'est pas sous la juridiction d'un jeu. De même, lorsque la planche postule que des messages énigmatiques sexuels ou présexuels sont implantés par l'autre dans le corps de l'infance, ceux-ci ne sont pas pris en compte par un moi. Et la planche de dire, le lieu de l'affect est d'abord le corps, puis le moi. Chaque fois que l'idée du monde risque de chanceler de manière imprévue et non maîtrisable, le fonctionnement psychique est en péril de ne plus pouvoir s'appuyer sur le primaire et le secondaire, les fantasmes, les idées, la pensée, et de ne plus rencontrer qu'une image du monde proche de l'originaire. Il est alors contraint à une tentative désespérée de rendre sensés des éprouvés qui émanent d'une représentation qui n'est plus que le reflet d'un corps s'automutilant, s'auto-rejetant, s'auto-évacuant. Ainsi, on peut entrevoir à quel point le corps du monde, dans la guerre, est devenu, par différentes voies d'expression, cette représentation automutilante, autogénérale, à laquelle l'individu ne peut se soustraire. Cette représentation automutilante, et comme nul n'est indemne du mal interne, le sujet humain risque d'être happé par une expérience hallucinatoire, actualisant une rencontre catastrophique. Les conséquences en sont identifiables du côté d'une mise en action destructrice du pictogramme de rejet, une déperdition de sens, de la perte d'autonomie du jeu, même si par ailleurs le reste du fonctionnement psychique ne paraît pas affecté, ou si le jeu traite cette expérience après coup comme un corps étranger. Alors le deuxième livre dont je vais très brièvement vous parler s'intitule Fantasmagorie. Joli mot sur mal et fantasmagorie. Et ce texte éclaire certains aspects et options stylistiques du roman Les Bienveillantes. Les idées de T.E.S., impossible à résumer en quelques mots, se rattachent à la psychanalyse, non pas dans son modèle édipien classique, jugé inapte à expliquer la personnalité du fasciste, mais plutôt au courant de Naomi Klein, Margaret Mahler, Baline, Deleuze, Guattari. Il considère que le fasciste est un mâle soldat pas encore complètement né, et n'a donc jamais achevé sa séparation d'avec la mère pour se constituer un vrai moi, même s'il peut se montrer efficace et prendre le pouvoir.
Il dispose d'un moi carapace, d'une armure musculaire. Pour survivre au risque de la dissolution des limites personnelles, il rejette à l'extérieur et anéantit, principalement en tuant, les deux menaces majeures pour son intégrité, le féminin et le liquide, c'est-à-dire tout ce qui coule de partout, s'écoule et se vidange. Il structure le monde et le réel en érigeant ses armes et son corps pour éviter à la fois la dissolution psychique et la liquéfaction corporelle. L'angoisse est une angoisse de mort et non de castration. Théolette considère la violence non comme la conséquence d'idées ou de convictions, mais comme la traduction d'états corporels dévastateurs. Il dit, je le cite, « L'état fasciste est une réalité produite par le corps de celui que je nomme le mâle soldat, un homme qui accouche de lui-même en tuant autrui, figure dont il fait une structure universelle. Les sensations sont subordonnées à un principe de douleur et de violence. Le corps fragmenté active et désactive compulsivement attitudes et perceptions. » Il a ainsi tenté de comprendre comment l'ensemble de sa génération a pu vivre comme lui, en étant le rejeton de parents antisémites modérés, attentifs à leurs enfants et qui, sans être intellectuellement aptes à devenir des idéologues nazis, étaient cependant corporellement des nazis. Alors voilà, je ne peux vous dire que cela à propos de Théolette, mais je reviens une petite minute au roman Les Bienveillantes. Le narrateur, blessé à Stalingrad, a un trou dans la tête qu'il nomme son œil pinéal. Alors l'œil pinéal permettait aux premiers vertébrés marins et aux amphibiens de distinguer lumière et obscurité. À partir de références poétiques et mythologiques, le troisième œil du narrateur évoque l'œil en trop du roi Édipe dans un poème d'Hölderlin. Et enfin, rappelons que c'est dans la glande pinéale, l'épiphyse, que Descartes établissait le siège de l'âme raisonnable. Alors, de l'œil pinéal primitif à l'œil en trop, puis à l'âme raisonnable, tout un travail de culture que l'humain peine à gagner, ou en sens inverse, tout l'abîme d'une régression qui toujours nous déborde et nous échappe. Voilà.